Previously on Desperate Housewives. Previously on Buffy the Vampire Slayer. Previously on Damages. Previously on Law. Previously on Fringe. Moi, je revendique l'appellation créateur, voire même auteur. C'est-à-dire, j'ai toujours défendu une vision du jeu vidéo comme d'un art, parce que je viens du monde de l'art contemporain. Je suis arrivé dans le jeu vidéo en passant par les arts plastiques et puis l'art numérique, l'image de synthèse et progressivement l'interactivité, le multimédia et les jeux vidéo. Et pour moi, c'était un parcours assez logique. Dans les game designers de ma génération, hein, créateur de jeux, c'est game designer en anglais. Et en fait, souvent, ce sont des gens qui viennent de l'informatique, parce que les premiers créateurs de jeux étaient d'abord des développeurs. Il fallait, et c'est des développeurs qui d'ailleurs avaient un talent assez multiple, parce qu'ils faisaient du graphisme, ils faisaient de la musique. Et en fait, moi, j'ai un parcours un peu différent, parce que je viens du monde de l'art, et j'ai tout de suite vu que le jeu vidéo allait être, comme le cinéma au XXe siècle, les jeux vidéo allaient être l'art du XXIe siècle. Donc je revendique cet aspect artistique, et j'ai toujours essayé à travers mes créations de les mettre au service d'une vision, d'une narration, d'émotions, de faire vivre aux gens des émotions, et apparemment ça a marché avec vous quand vous avez joué à In Memoriam. Voilà. Mais même Oncle Ernest, hein. Même à 20 ans, je joue à Oncle Ernest. Voilà, et donc c'est l'idée à travers ce média notamment, de raconter des histoires, mais raconter des histoires par des moyens différents que l'on fait avant les jeux, la littérature, le cinéma, qui sont des arts, on va dire, en simplifiant plus linéaires. Et là, on est dans un autre mode d'écriture qui est d'ailleurs encore à explorer, hein, un autre mode d'écriture et de narration qui permet à celui qui rentre dans le récit de participer au récit. C'est donc quelque chose d'assez innovant et d'assez extraordinaire. Alors, quand on est en création, ce qui n'est pas le cas avec moi en ce moment, je suis plutôt en ce moment plein de projets, vous en avez parlé tout à l'heure. On est très proche de l'équipe, hein, parce qu'un jeu vidéo, c'est une équipe. C'est comme le cinéma, on peut pas faire aujourd'hui un jeu vidéo tout seul dans son coin. Donc il faut à minima un ou plusieurs développeurs, des graphistes, et puis des graphistes de plus en plus spécialisés. On a des graphistes 2D, texture, décors, il y a énormément de corps de métier qui sont apparus depuis une quinzaine d'années. Et puis après, on est souvent secondé par ce qu'on appelle d'autres game designers ou des level designers, c'est-à-dire des gens qui, à partir des concepts qu'on a établis, vont être chargés de créer les niveaux des jeux sur lesquels on travaille. Donc en fait, la journée type, c'est souvent des longues journées, on va dire. Et je me souviens quand j'ai bossé sur, je sais plus lequel, mais In Memoriam, mais vous pouvez pas imaginer, pendant des mois, je détestais mon jeu tellement je le testais. À la fin, je le détestais. D'ailleurs, c'est un jeu de mots. C'est marrant, c'est la première fois que je fais ce rapprochement, mais je le détestais parce que j'avais une espèce d'indigestion. Et à l'époque, donc je travaillais, je faisais que ça, quoi. Je me réveillais le matin jusqu'au soir, on testait, on réglait, etc. Et je me souviens être allé juste à la sortie du jeu au supermarché. J'étais super heureux d'aller faire mes courses comme tout le monde, ce que j'avais pas pu faire depuis des mois. Voilà. Donc c'est assez rigolo. Alors moi, j'ai longtemps travaillé. J'avais mon studio à une époque, hein, donc un studio indépendant qui est monté jusqu'à quasiment une centaine de personnes à une époque. Donc comme je l'ai dit, je travaillais pas seul et si aujourd'hui, quand aujourd'hui je retravaille sur des projets de jeux, parce que je fais pas que ça, vous l'avez dit, effectivement, je travaille avec d'autres studios, c'est-à-dire avec des équipes qui ont des développeurs, des graphistes qui me permettent d'exprimer mes idées. Super, merci.
J'avais une question par rapport à votre vision du jeu comme l'art. On a souvent dans l'imaginaire collectif une image très, quand on s'adresse aux médias et tout, une image très péjorative des jeux et du public autour des jeux. On montre un peu ça comme une sous-culture, voilà, comme un simple passe-temps et souvent pour des adolescents. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui considèrent ça justement comme un art. Donc, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui ont cette image-là? Et est-ce que vous avez l'impression que là, c'est en train de changer petit à petit, avec notamment le fait que, bah voilà, on est une génération qui sommes nés dans les jeux vidéo. Oui, vous avez raison, mais je pense que ça a changé. J'ai bien vu quand même depuis une vingtaine d'années une évolution. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des gens de 40, 50 ans qui ont grandi quasiment avec les jeux, quoi, et qui ont vieilli. Alors ils jouent moins, ils sont pris par d'autres, par leurs occupations, ils sont pris par leur famille, ils sont pris par tout un ensemble de loisirs, notamment tout ce qui est séries, films, etc., auxquels on a accès. Mais même s'ils y accordent moins de temps, ils continuent à jouer parce que pour eux, c'est dans leur culture. C'est comme regarder une série où voilà, ils passent du jeu à un autre loisir culturel. Et le jeu fait partie intégrante de leur vie, de leur passion, quoi. Notamment de leur enfance, leur adolescence. Donc ils gardent en eux cette chose-là et puis ils continuent, même si ils y passent moins de temps, ils continuent à jouer. Donc je pense aussi que les médias progressivement changent un peu de regard sur le jeu, même si la télé, mais ça c'est uniquement un titre, bien sûr la télévision aujourd'hui, son public est vieillissant et il va l'être de plus en plus et ils se rendent compte que les chaînes et les médias traditionnels se rendent compte que c'est une concurrence pour eux qui fait que ils ont toujours été critiques vis-à-vis du jeu. Merci. Pour reprendre, pour continuer, pour faire le lien plutôt avec votre actualité en ce moment, In Memoriam, donc j'ai vu que 18 ans après, un roman allait sortir, c'est ça? C'est quoi exactement? Oui, alors ça fait le lien avec la question précédente. En fait, quand j'ai sorti In Memoriam, c'était le premier en 2003, j'ai eu, ça a été quand même un jeu qui a fait beaucoup parler de lui. D'ailleurs, Libération avait accordé, je crois, 6 pages. C'était une des toutes premières fois où un jeu était aussi. Enfin voilà, il y avait les médias généralistes du coup en ont parlé. Et c'est devenu un véritable phénomène. Et du coup, j'ai été approché à l'époque par différents producteurs ou réalisateurs de séries ou de films qui m'ont dit mais est-ce qu'on peut pas l'adapter? Et ils m'ont demandé pour ça si j'avais un scénario. Et le problème, c'est que un scénario de jeu, ça ne se lit pas comme un scénario de film. C'est-à-dire que c'est des tas de tableaux, c'est un véritable puzzle en soi. Donc, je pouvais pas envoyer le game design, comment on appelle, le game design document à ces gens-là. Et donc, il a fallu que je me dise à quoi ressemblerait un film. Et donc, du coup, que je réécrive un petit peu l'histoire. Et donc, je me suis dit, le mieux, c'est que ce serait d'écrire déjà un livre. Je suis allé chercher une amie, je savais qu'elle écrivait très bien, et on a travaillé ensemble pendant quasiment 1 an avec Florence Gauchard, donc qui coécrit avec moi le livre. Et puis j'ai envoyé ensuite ce bouquin à des producteurs. Puis finalement le projet s'est pas fait. Du coup j'ai envoyé le livre, le manuscrit à des éditeurs. Mais peut-être que l'erreur que j'ai faite, et ça rejoint la question précédente, c'est de dire voilà, je vous envoie l'adaptation d'un jeu vidéo à succès qui est sorti il y a 1 an ou 2 ans, je sais plus exactement quand est-ce que je l'avais envoyé, et voilà. Et en fait, je l'ai envoyé, je sais pas, à une dizaine d'éditeurs. Et bon, il n'y a pas eu de retour positif, c'est-à-dire que soit on me répondait pas, soit ils me disaient bon, non, c'est pas notre ligne éditoriale, ou je sais pas quoi. Bon. Et en fait, je me suis dit, je vais attendre, je le renverrai à d'autres éditeurs. Puis le temps a passé, je suis passé à autre chose. Et puis il y a à peu près 1 an ou 2, à nouveau, un réalisateur travaille avec moi. Et puis il me dit, mais Eric, t'as plein d'idées. Est-ce que t'as pas dans tes cartons un scénario que je pourrais adapter en série ou en film? Et je lui dis oui, j'ai un scénario que j'ai fait il y a une quinzaine d'années
qui s'appelle, qui a été adapté d'un jeu. Alors il connaissait pas le jeu, mais il a lu le bouquin. Et une semaine après, il m'a rappelé, mais enthousiaste, en me disant, mais comment se fait-il que ce bouquin n'ait jamais été édité? C'est génial. Moi, j'ai pas joué au jeu, mais vraiment, j'ai envie de l'adapter en série. Et donc, on a commencé tous les deux à travailler sur une série. D'ailleurs, ce projet est toujours en cours. Et puis, ça m'a donné envie finalement de relancer ce projet en me disant, mais finalement, pourquoi il reste dans des cartons? Et voilà, ça donne lieu à cette sortie là aujourd'hui, 18 ans après la sortie du jeu, quoi. J'avais une question. En fait, c'était pour revenir en fait sur votre voilà, quand vous disiez qu'il fallait l'adapter en livre et que c'était pas simple. Et ça, c'est aussi la preuve que le jeu vidéo, c'est un art particulier, c'est un art à part. Tout à fait. C'est pour ça que c'est pour ça aussi souvent les jeux vidéo adaptés en film, c'est pourri, comme Max Payne, et souvent les films adaptés en jeux vidéo, c'est compliqué. Il y a vraiment plein d'exemples. Oui. Et donc moi je me demandais, là vous êtes concepteur de jeux vidéo, vous avez aussi écrit un livre, vous êtes aussi plasticien. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous préférez entre les trois, ou c'est le mélange des trois? Il y a aussi réalisateur de documentaires, on va en Voilà, parler juste après. réalisateur de Ouais. documentaires. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous préférez faire, ou c'est un peu le mélange et le touche à tout? Pour moi, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'en fait, dans mes jeux, d'ailleurs, il y a une approche très documentaire. Dans l'Oncle Ernest, on a l'impression que le personnage existe. Je me suis beaucoup inspiré de faits réels, de lieux réels. Je me documente beaucoup quand je fais mes jeux sur des tas de sujets, sur des tas de trucs. Quand j'ai fait In Memoriam, pareil, on a l'impression, les gens même allaient sur le site de Libération et ils avaient l'impression que certains personnages existaient, parce qu'il y avait des vrais articles, des vrais faux articles. C'était un peu l'ancêtre des fake news quelque part. Et donc j'aime bien raconter des histoires ancrées dans le réel. Et après, la façon de les raconter, évidemment, je trouve que le plus fort média, c'est le jeu vidéo. Parce que quand on accompagne des personnages pendant 15-20 heures, on éprouve forcément pour eux un niveau d'empathie, on est en immersion dans l'histoire, beaucoup plus encore que dans un roman ou dans un film. Ouais. Donc c'est vrai que c'est évidemment avec les moyens du jeu, on peut. C'est un média très puissant qui malheureusement, on en parlait tout à l'heure, a pas encore. Il y a eu évidemment des très belles choses, mais je trouve qu'il est parti directement assez vite dans une voie très hollywoodienne avec des triplets et que il y a des jeux indépendants, mais que je pense que par rapport à tout son potentiel, on voit pas encore suffisamment de choses, des gens qui essayent d'innover, comme j'ai essayé de le faire aussi, de trouver des nouvelles façons de raconter des histoires. Enfin, il y a des choses intéressantes qui se font, mais pas encore. Je trouve que des artistes n'ont pas suffisamment imprimé leur vision. Alors il y a des grands noms que j'aime beaucoup, moi, comme Genova Chen qui a fait Journée, Ueda qui a fait Ico et Shadow of the Colossus par exemple. Donc voilà, il y a des gens qui ont pris ce média et qui ont su, grâce à ce média et à ses spécificités, raconter des histoires qu'on pourrait pas raconter dans un livre ou dans un film. Ouais, c'est sûr que c'est un média que parfois on passe 70 heures dessus et ça paraît normal et ça laisse une grande liberté. Ouais, c'est juste pour faire le lien justement avec le documentaire. J'ai vu donc vous prépariez un documentaire qui s'appelle La Petite Valise. Donc si j'ai bien compris, c'est une histoire d'amour, mais une histoire d'amour réelle. C'est bien ça. C'est pas là, il n'y a rien d'inventé dans cette histoire. Oui, tout à fait. En fait, c'est l'histoire de mes parents. C'est-à-dire qu'en fait, mon père est mort il y a une dizaine d'années. Et quand il est mort, ma mère m'a fait venir dans sa maison et elle m'a posé littéralement sur les genoux une petite valise qui était remplie de lettres qui s'étaient écrites pendant 4 ans dans les années 50. Et en fait, j'ai commencé à lire ces lettres et j'ai été subjugué par leur beauté et puis leur nombre. Il y en a plus de 600. Ils s'écrivaient quasiment tous les jours, des très longues lettres. Et j'ai décidé donc d'en faire un. Alors, j'ai d'abord convaincu ma mère d'en faire un livre parce que moi j'adore les livres et puis les romans épistolaires où on rentre dans l'intimité des gens à travers
et on rentre dans un récit à travers des lettres. Et ensuite, je me suis dit, il faut que j'en fasse un film. Alors, dans un premier temps, je pense que dans quelques mois sortira le roman, parce que ma mère a finalement. Alors, je lui ai acheté quand mon père est mort, elle avait presque. Enfin, elle avait 75 ans, 76 ans. Et donc, je lui ai acheté un ordinateur. Elle s'était jamais servi d'un ordinateur. J'ai installé un logiciel pour pouvoir l'aider à distance. Et puis, voilà, elle s'est formée. Et puis, elle a écrit son roman adapté pas adapté, c'est sa vie. On va dire un peu romancé, mais pas trop. Et surtout, elle a intégré toutes les lettres, enfin une grande partie des lettres. Et donc, ça donne à ce récit c'est dingue parce que il y a des détails de l'époque qui traversent ce récit, ne serait-ce que des films, des musiques. C'est une multitude de petits détails, mais qui donnent à ce récit énormément de vie. Et puis évidemment, c'est très touchant parce que c'est aussi une histoire très romanesque avec comme dans tous les bons récits, des obstacles à leur amour, la distance. D'abord, ils sont séparés. Lui, il est à Paris, elle est à Lyon. Lui, il fait ses études d'éducation physique. Donc, dans un milieu où il y a plein de beaux mecs qui, évidemment, qui l'emmènent dans des balles, voilà, et qui pourraient le détourner de son amour pour cette femme. Il y a aussi les parents qui, à l'époque, s'opposent. Mes grands-parents paternels s'opposent parce que ma mère est vient d'une famille d'ouvriers, donc à l'époque ça se faisait pas, quoi. Enfin, c'était très mal vu qu'un fils de bonne famille, comme on disait, soit se marie avec une fille d'ouvrier. Donc il y a eu aussi des tas d'obstacles qui se sont dressés devant leur route. Et tout ça fait un récit qui est très vivant, et j'essaye aussi de l'adapter en documentaire, en m'impliquant aussi dans le récit, mais là c'est un peu trop tôt pour en parler. Mais sinon, j'ai un autre projet de documentaire qui va sans doute démarrer par une newsletter que je vais lancer dans quelques semaines. Mais là, qui nous amène dans qui est beaucoup plus proche de l'oncle Ernest et d'In Memoriam, parce que là, on est à nouveau dans un récit qui ressemble à un roman, quoi. Enfin, vraiment, c'est une histoire vraie, mais qui ressemble à une totale fiction. Et même un truc tellement barré qu'on a l'impression que c'est une fiction, quoi. Voilà, donc vous verrez ça dans quelques semaines sur mon fil Twitter. Et puis, donc il y aura d'abord, on va démarrer par une newsletter, un podcast, et j'espère à un moment pouvoir aller jusqu'à faire un film documentaire dans un premier temps. Bon, mais super, je vais suivre pour ma part ça de très près. Merci. et la sortie du roman et des documentaires et le fil Twitter, là, vous m'avez mis l'eau à la bouche avec la newsletter. Ouais, non, c'est une histoire qui va pas étonner les gens parce que en fait, elle est partie justement d'un jeu. Donc, dans le sens où c'est en me documentant sur un jeu qui se passait dans un archipel imaginaire. Moi, je me nourris de vraies histoires, donc j'achète souvent des bouquins pour me nourrir de vraies histoires, et après les romancer, évidemment, dans le scénario du jeu. Et donc là, cette histoire, je l'ai découverte dans un livre, et elle m'a amené à vivre moi-même, depuis 4 ans, des rencontres avec des gens extraordinaires, enfin, je veux pas trop vous dévoiler non, j'aime pas les spoilers. L'histoire, mais disons que ça a un lien avec une île du Pacifique, totalement un des endroits les plus isolés au monde, un endroit très mystérieux, et voilà, toute une quête d'un homme à la recherche d'un mystère, mais alors je ne sais pas si on arrivera à l'élucider en revanche, mais quelque chose qui touche à la fois un côté oncle Ernest. D'ailleurs, il y a des liens qui sont apparus, des synchronicités que j'ai vécu moi à travers ces recherches, cette enquête que j'ai menée, et puis un lien avec mes jeux précédents. Il n'est pas exclu d'ailleurs que ça nous amène à la création d'un ARG, c'est-à-dire un jeu en réalité alternée, ce que j'ai fait à travers In Memoriam et Altminds.